Bonjour à tout le monde, je suis le docteur Ricardo Moreno, je suis neuroradiologue à Gabriel-Montpied à Clermont-Ferrand dans le service de neuroradiologie interventionnelle et diagnostique. Je tiens à remercier les organisateurs et les modérateurs de cette session. Donc, je vais vous parler du point de vue du neuroradiologue dans la prise en charge de l'AVC. Donc, aucun conflit d'intérêt. Je vais parler tout d'abord de l'organisation de la thrombectomie au niveau régional. L'état des lieux selon la SFNR 2019, on parle de 37 centres UNV de recours, donc ce qu'on appelle un système compréhensif de l'AVC, dont en 2019, on comptait avec 119 neuroradiologues interventionnels titulaires et 37 neuroradiologues juniors, qu'on appellerait ça. À Clermont-Ferrand, on est actuellement 3 titulaires, un assistant et un chef de clinique, pour environ 200 thrombectomies par an. On sait que Lyon est en dessous des 300 ou près des 300. Grenoble s'approche aussi des 200 et Saint-Étienne environ de 70. Donc, je vais parler aussi rapidement de ce qui concerne l'imagerie de notre point de vue, qu'est-ce qu'on a besoin. Bien sûr, je vais commencer avec les recommandations de la Société française de neuroradiologie. Avec la multiplication des centres d'imagerie, on sait que les possibilités d'arrêt du SAMU ou de la prise en charge augmentent, mais si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, la décision reste difficile, tant pour le neurologue qui va prendre la décision, qui régule cette phase aiguë, ainsi que pour le neuroradiologue qui doit choisir le matériel, la technique, ainsi que d'accepter ou pas le patient dans la filière. Donc, bien sûr, dans les recommandations, on a 4 points très importants. Donc, le premier, c'est éliminer la contre-indication absolue, clair, éliminer la contre-indication relative, montrer l'occlusion artérielle et identifier les éléments pronostiques. Donc, on a déjà discuté un petit peu de ça, mais ce que je veux vraiment qu'on ait en clair, c'est que ces réponses doivent être données très rapidement et de façon très claire. C'est pour ça que s'arrêter dans des centres qui ne vont pas nous donner ces réponses-là ne nous permet pas de faire un choix correct dans ce qui concerne la prise en charge. Donc, bien sûr, quand on parle d'un fractus trop étendu du score aspect, je pense que vous êtes partiellement familiarisé avec le score, la sensibilité interopérateur et ainsi que la reproductibilité du score aspect peut se présenter douteuse, notamment avec les gens qui ne sont pas habitués. Donc, s'arrêter dans un centre périphérique, des fois, peut entraîner le fait de ne pas avoir un score aspect fiable qui nous permettra de décider ou décider du neurologue de décider sur la prise en charge de ce patient. Montrer l'occlusion artérielle, bien sûr, on doit trouver l'occlusion pour savoir s'il existe une occlusion accessible à la thrombectomie mécanique, accessible ou bénéfique pour la thrombolyse. On vient de parler que la thrombolyse est moins utile, on va dire, ou moins efficace dans les gros thrombus, dans les occlusions de gros troncs, donc M1, gros caillots ou terminaison carotidienne, ou même dans les tandems. Donc, on sait aussi que la sensibilité aux occlusions diminue avec la distance qu'on a au niveau central. Donc, plus loin ou plus distal est le caillot, plus difficile il est de voir. Et avec les localisations infréquentes, je pense que on a tous été victimes, une fois ou autre, d'une occlusion de trompe basilaire qui a été ratée par nos collègues ou qui n'a pas été vue ou parce que la clinique était pas concordante ou quoi que ce soit. Et il faut faire le point aussi sur le fait d'identifier un pronostic fonctionnel, un pronostic supplémentaire. Ça veut dire que dans ce que parlait Monsieur de Tante, c'était de savoir s'il existe du cerveau viable par rapport à l'infarctus déjà établi. Il faut savoir que la clinique de la lésion constituée ainsi que la clinique de la pénombre sont pareilles. Donc cliniquement, ils sont on ne peut pas les différencier. Par contre, l'imagerie poussée, tant en IRM comme le scanner de perfusion, nous permettrait de déterminer s'il existe du cerveau à sauver, qui est vraiment la seule question à laquelle on tient maintenant. C'est plus le temps, c'est plus l'âge, c'est plus même le NRS pré-stroke commence à être contesté, mais le fait est-ce qu'il existe du cerveau à sauver, est-ce que ce patient peut bénéficier d'une thrombectomie ou d'une désocclusion, une désobstruction, c'est la question principale. Donc, la proposition que je fais, c'est une proposition un petit peu difficile toujours à
couvrir le territoire, à couvrir dans le territoire complet. La proposition d'un standard de soins, ça veut dire que on devrait avoir une idée claire de ce qu'on va faire pour chaque patient qui vient pour une phase aiguë. Certes, dans les moins de 6 heures, on se pose beaucoup moins de questions, mais à partir de 6 heures, notamment dans certaines zones, dans certaines régions, comme par exemple Clermont, qui certes présente des difficultés de transport par rapport aux alentours, à la distance, Lyon qui couvre aussi des grandes distances, donc du coup les temps peuvent s'élargir, on n'a pas les mêmes patients que pourraient avoir des centres comme Bordeaux avec des patients un peu plus proches, ou Paris avec la région parisienne proprement dite. Donc, c'est là où je parle de protocoles qui, si on unifie ces protocoles, on se pose beaucoup moins de questions. Et c'est ce que on proposera au groupe hospitalier régional. Donc, pour le scanner sans injection, ce sera un scanner sans injection, un scanner de perfusion, l'angio-TSA et l'acquisition au décours au cas où la perfusion n'est pas interprétable. Et l'IRM, on aura besoin d'une imagerie de diffusion, le flair, un T de toile ou une image de susceptibilité magnétique qui nous permettra de déterminer la possibilité d'un saignement ou pas, ainsi qu'une imagerie de TSA avec injection qui permet de nous donner une idée de l'accès ou de la localisation du thrombus de façon un peu plus précise. Avec ces informations-là, on peut prendre la décision de faire quoi que ce soit, tant pour le neurologue comme pour le neuroradiologue interventionnel. Bon, bien sûr que je ne veux pas reparler des indications. On sait parfaitement que les études, les grandes 5 études, les modifications avec DON, les registres ETIS, Stratis et compagnie, la question maintenant se pose à partir de 2019. On se pose, vu que entre 2015 et 2018, on s'est remis en question de pourquoi les patients qu'on arrivait à désocclure n'évoluaient pas favorablement, c'est sur eux qu'on s'est intéressé le plus pour essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Donc, on a tenté des modifications de la technique, l'aspiration seule, le stent seul, des techniques combinées, la thrombectomie seule, la thrombectomie liée à la thrombolyse, etc., etc. Donc, on s'est rendu compte que certes, si beaucoup de patients bénéficient, le gros du patient bénéficie d'une thrombectomie classique, il existe une notion de la thrombectomie sur mesure ou de la désocclusion sur mesure qui ne doit pas être négligée. Donc, bien sûr, cette thrombectomie sur mesure ou cette désocclusion, cette prise en charge sur mesure dépendra toujours de la réserve de neurologues interventionnels et de neuroradiologues interventionnels de chaque centre. L'extension des indications ne veut pas dire qu'on peut aller plus lent, ça veut juste dire qu'on peut atteindre une population plus grande. Et il faut garder en tête aussi le même message que le docteur Plumereau parlait tout à l'heure, c'est que il faut garder la vitesse n'est pas discutable. Le fait d'arriver vite, certes, ne changera pas le fait qu'on va prendre le patient, mais qu'on lui donnera beaucoup plus de possibilités thérapeutiques. Donc, le principe de la thrombectomie, on le connaît tous, il est très simple, c'est un vaisseau occlu, c'est le désocclure. Le problème, ce sera qui, comment, quand et jusqu'à quand on peut le faire. Bien sûr, la question est alors pourquoi on rate, pourquoi on n'arrive pas à le faire. Il y a deux grandes branches qui s'ouvrent ici. Il y a l'échec technique qui dépendra principalement de l'opérateur, le neuroradiologue, avec des difficultés de cathétérisation, des complications du point de ponction, des complications anesthésiques qui peuvent être liées à une inhalation, à des troubles de la conscience, etc., etc. Et un échec de désocclusion proprement dit, avec multiples techniques tentées, mais sans réussite de désobstruire ce vaisseau. Et puis, on aura, dans ce premier bras, je vais parler juste du matériel et de la technique. Notre but est de désocclure, mais l'arsenal qu'on a pour désocclure, pour enlever, pour ramoner, entre guillemets, ce vaisseau est très large. Donc, on a bien sûr notre classique stent retriever, donc le stent qui va nous permettre de récupérer ce caillot. L'apparition des cathéters à ballon au niveau carotidien nous permettent d'arrêter le flux pour éviter de perdre du caillot sur le chemin. Et l'aspiration distale peut nous permettre d'aspirer ce caillot en même temps qu'on le tire avec le stent, ce qui permet de fragmenter moins ce thrombus. Peu importe l'origine, si c'est un thrombus dur, fibrineux qui vient du cœur, un thrombus mou formé sur place ou bien formé au niveau carotidien qui s'est coincé au niveau d'une artère intracrânienne. L'inondation du matériel dans le marché et la multiplication des techniques
sont en évolution parallèle. Donc, une nouvelle technique apparaît, une évolution de matériel apparaît, les indications se modifient parce qu'on est plus performant dans telle ou telle indication. L'impact est très important parce que là, je vous montre différentes techniques. Je ne vais pas m'arrêter trop longtemps là-dessus, mais différents types de techniques, on va dire, qui évoluent avec le temps, donc qui se complexifient avec le temps. Et on a dans le premier graphique, on a que le temps d'intervention va diminuer. Donc, le temps d'intervention diminue. Le nombre de passages qui est lié au dommage endothélial et au risque de saignement diminue, et ainsi que le taux de recanalisation, le score TICI, donc le score TICI de recanalisation, est meilleur avec les techniques combinées, avec les techniques, on va dire, nouvelles. Mais c'est pas tout ce qu'on a de nouveau dans notre arsenal. Le fait de modifier nos techniques et modifier notre matériel, c'est pas la seule chose qui nous permet d'arriver mieux à des occlures, mais aussi on a le fait le bridging thérapie dont on a parlé tout à l'heure, le fait de faire la thrombolyse et la thrombectomie sans avoir du temps entre les deux. L'utilisation des anti-glycoprotéines de B3A en péropératoire, c'est quelque chose qui est encore à l'essai, c'est quelque chose qui est en étude, c'est quelque chose qui n'a pas encore de recommandation officielle, mais c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer. La mise en place d'un stent laissé de façon pérenne lorsqu'on n'arrive pas à des occlures, ou bien si la lésion sous-jacente est une sténose sur laquelle un AVC ou une occlusion s'est formée. Donc, tout ça, c'est des nouvelles techniques qu'on est en train d'inclure dans notre pratique journalière. Donc, le stent, lorsqu'on a fini une thrombectomie, on peut se retrouver avec un vaisseau fermé. La mise en place d'un stent peut nous permettre de réouvrir ce vaisseau et d'éviter la formation de thrombus précoce, avec une technique très simple, bien sûr, mais la sélection du patient doit être très, très importante. Et l'utilisation des anti-GP2B3A qui nous permettra de choisir d'éviter la formation de thrombus précoce. Le but jusqu'ici étant de justement désocclure. Mais dans l'étude Sampris qui a été, dans le registre Sampris qui a été le traitement agressif des sténoses intracrâniennes, on s'est retrouvé avec des résultats très, très, très négatifs sur ce point-là, du fait que la sélection des patients n'a pas été bonne. Donc, je repasse sur le fait que la sélection de patients, la thrombectomie sur mesure doit être quelque chose qu'on doit garder en tête. Donc, maintenant, on va parler de la réussite technique. Dans la réussite technique, on a réussi à désocclure, mais l'évolution de clinique est défavorable. Comment on peut expliquer ça? Donc, c'est là où on doit se pencher un petit peu plus, et c'est là où je pense que les questions doivent se poser de plus en plus. Le taux de réussite technique et le taux de réussite clinique peuvent être différés, avec des études qui montraient des taux de recanalisation de 76 à 89%, avec des TICI 2B, 3, mais pourquoi ces patients n'évoluent pas favorablement à 3 mois? Pourquoi ils n'évoluent pas favorablement à 6 mois? Est-ce qu'il faut améliorer la technique? Est-ce qu'il faut améliorer le matériel? Ou bien est-ce qu'il faut avoir une vision un petit peu moins monothématique et se demander quels sont les autres facteurs qu'on peut améliorer peut-être? Donc, à partir de là, on parle de redéfinir la réussite d'une thrombectomie qui n'est pas seulement de désocclure le vaisseau ou de le maintenir perméable, c'est de définir quel patient va bénéficier d'une perméabilité du vaisseau, quel patient va bénéficier d'une mise en place d'un stent, quel patient va bénéficier d'une thrombolyse in situ sans avoir une thrombolyse systémique, on va dire. Donc, c'est là où on a commencé à diviser notre réussite et on a réévalué en sous-groupe quelles sont les vraies différences entre les scores de reperfusion. Il faut pas seulement déboucher, mais il faut déboucher mieux. C'est la première chose qu'on s'est rendu compte. Il y a une grosse différence entre déboucher un score TICI 2B et un score TICI 3 et le score TICI 2C qui peut-être quelques-uns de vous sont familiarisés avec. Mais le delta entre MRS était quand même non négligeable. Et pour M1, on a une différence qui est quand même assez importante pour près de 70% de MRS inférieur ou égal à 2 à 3 mois pour les TICI3 pour un et un MRS de 47% inférieur ou égal à 2 à 3 mois pour les TICI 2B. Donc, TICI, juste pour un mémoire, on parlait avant de TICI 2B comme réussite, c'était plus de 50% du territoire occlus récupéré. Maintenant, on vise à la reperfusion complète, sauf quelques emboles distaux, et la reperfusion complète de type TICI 3 aussi, qui est notre standard.
Donc déjà, la réussite redevient un sujet de discussion où on doit définir à quoi on vise en tant qu'interventionnel ou en tant que neurologue vasculaire. Donc, à partir de là, on s'est posé la question. Donc, on s'améliore dans la technique. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre malgré cette désocclusion, malgré cette complète désocclusion? Quels sont encore les facteurs qui vont jouer sur notre évolution des patients? La première chose qu'on a trouvé, c'est que l'âge est un phénomène est un facteur défavorable. L'aspect de base est un phénomène est un facteur défavorable, et le NIHSS de base, bien sûr, est un phénomène défavorable. Mais par contre, on peut rien faire pour l'âge, on peut rien faire pour le baseline NIHSS, mais l'aspect, peut-être on pourra jouer là-dessus, surtout quand on peut démontrer que l'aspect peut changer quand on va d'un centre à l'autre, comme parlait le docteur Plumereau tout à l'heure, c'est de fait des transports interhospitaliers ou des transports intercentres qui vont faire que le aspect avant thrombectomie sera pire dans certaines occasions. Donc, on revient sur le phénomène que le temps est important, le temps est primordial, pas nécessairement pour l'accès à la thrombectomie, comme avant on disait plus de 6 heures, on ne fait pas de thrombectomie, mais actuellement c'est plutôt pour dire on laisse la porte ouverte à plusieurs thérapies, à plusieurs autres options thérapeutiques. Donc, juste pour toucher un mot sur cette étude, les prédicteurs d'évolution défavorable, la chose la plus importante qu'on peut retirer, c'est le baseline imaging à la ponction. Donc, on est dans notre territoire, ça dépend plus du patient, ça dépend plus du préhospitalier, pas que du préhospitalier, mais aussi de l'hospitalier. Le fait d'avoir un patient qui arrive, le scanner rapidement ou l'imager rapidement et avoir un temps à la ponction qui sera rapide pour neurologue, neuroradiologue, ce temps doit être compressible parce que c'est là où se joue de façon très importante l'évolution favorable d'une désocclusion complète, même pour les patients de longue date ou les late time windows qu'on a. Donc, on revient à cette notion de le temps est important, time is brain, il faut aller vite. Donc, la filière AVC, je vais juste toucher un mot sur notre organisation et où sont les points d'inflexion que on peut peut-être trouver, améliorer. La filière AVC classique, avec l'appel du 15, le médecin régulateur, avec la connexion avec l'UNV, la direction, l'imagerie, la décision, le geste. Mais les points d'inflexion qui sont quand même importants à savoir, c'est l'UNV dans la décision du mothership, le drip and ship, l'imagerie en périph, etc., qui sera une décision plutôt UNV. Ici, on peut pas appliquer le même modèle dans différentes régions. Le modèle catalan qui a été fait, le modèle parisien, le modèle de Nouvelle-Aquitaine sont des modèles très différents qui, à notre région, peut-être par la géographie, par quoi que ce soit, par l'organisation hospitalière. Donc, il faut peut-être éventuellement se lancer dans des études dans des régions comme l'Auvergne, comme Rhône-Alpes, pour voir si le drip and ship ou le mothership sont des options les plus viables. Il faut parler aussi du standard de soins. Le standard de soins, si tous les centres ont un standard de soins cadré, on saura que l'imagerie doit être faite de telle manière et on pourra unifier nos protocoles et ainsi que unifier notre analyse de l'imagerie avec des traitements et des post-traitements semi-automatisés. Donc, un centre qui peut faire une perfusion, mais le radiologue peut pas l'interpréter ou veut pas l'interpréter, où il n'y a pas de radiologue présent, nous, on pourra mettre en place, on est en train de mettre en place en étude actuellement à Clermont-Ferrand, de systèmes semi-automatisés d'intelligence artificielle qui pourront nous aider à prendre des décisions plus rapidement et avoir des résultats très rapidement. Et bien sûr que le temps entre la décision de la prise en charge d'un patient qui est à distance et le geste de la thrombectomie dépendra bien sûr de la disponibilité des ressources, donc hélicoptères, transport par terre, transport médicalisé, non médicalisé, etc., etc. Donc, avec ces post-traitements, on aura, comme avait montré le docteur Détemple tout à l'heure, ces images-là de pénombre, d'infarctus, de souffrance, sur nos téléphones, sur un moyen d'imagerie portable qui nous permettra de décider, même si on n'est pas sur place, même si on est en astreinte, de décider de la thrombectomie. Le neurologue pourra décider de la thrombolyse, etc., avec la clinique du patient. Donc, pour finir, je vais juste toucher un message aux intervenants, au SAMU, CH, UNV, CHU.
Bien sûr, on a porté plus d'attention à cette pathologie sur les dernières 10 à 15 années. Donc, on a commencé à élargir les indications. Donc, ça veut dire qu'on atteint plus de personnes. Il faut considérer que certes, si on a élargi les indications, il faut adapter la thérapie sur mesure pour les patients parce que c'est eux qui vont bénéficier le plus d'un moment de réflexion, mais aussi d'une technique et de matériel et de thrombolyse ou pas thrombolyse sur mesure. Plus de cas, c'est plus de cas potentiellement bénéfiques si le choix est bon. Mais bien sûr, ça veut dire aussi une saturation de centres de référence. Donc, il faudra bien se poser les questions. Donc, nous, on va faire une thrombectomie ou un traitement sur mesure. Peut-être le préhospitalier devra aussi peut-être reformuler les principes de prise en charge, car on aura plus de cas borderline des deux côtés du spectre, avec des NIH très bas qu'on n'aurait pas thrombectomisé il y a quelque temps, versus des NIH très hauts ou des NIH fluctuants qui peut-être ne vont pas être filialisés dans un premier temps. La multiplication des intervenants préopératoires, bien sûr, c'est plus d'intervenants, plus de temps. On doit essayer d'optimiser ça et de justifier à chaque étape de notre arrêt, de notre prise en charge, pourquoi on s'est arrêté et est-ce que cet arrêt nous a permis de donner des réponses ou des informations pertinentes à notre prise en charge, tant interventionnelle comme médicale. Les filialisations des indications dures, donc connaître bien le fait de savoir moins de 6 heures, il ne faut pas se poser des questions, il faut y aller. Plus de 6 heures, il faut se poser telle et telle question, où on peut les répondre, les diriger vers où on peut répondre ces questions. Et aussi la familiarisation des intervenants avec les nouvelles indications et les techniques. Donc le fait de faire une thrombectomie toute seule, le fait de savoir qu'on peut mettre un stent en place, les cas de tandem, utiliser les anti-G de B3. Donc insister sur le fait que on doit diminuer aussi autant qu'on peut le temps pour avoir des patients qui vont arriver dans un état disons meilleur avec des aspects plus hauts, et avec ces aspects plus hauts on peut se donner plus de chances et on a une panoplie plus grande de thérapies et de techniques à proposer. Les enjeux et difficultés, donc pour en résumer, en pré-opératoire, bien sûr que le temps sur la prise en charge, on sait qu'il y a un handicap fonctionnel, ça a été démontré sur une quantité énorme d'études. La complexité technique augmente avec les heures. Le thrombus, techniquement, devient adhésif. Donc, la thrombectomie est sous-optimale. Plus de temps on passe, plus le thrombus est difficile à retirer, dans certains cas, bien sûr. On a la formation de thrombus frais, notamment dans les cas de FA, où le thrombus, c'est un petit thrombus du cœur qui vient se loger dans une artère. Mais toute l'artère en amont aura une thrombose, aura une lésion intimale, etc. Les cas des tandems aussi, on aura des cas qui s'aggravent avec les heures, avec toute cette colonne de thrombus qui se forme. Les possibilités techniques vont diminuer, on ne pourra plus mettre en place de stent, la double intégration plaquettaire sera contestée, bien sûr le risque hémorragique avec les antiglycoprotéines de B3A est importante, et la thrombolyse in situ, ainsi que les risques anesthésiques avec les troubles de conscience, l'inhalation et le contrôle de la tension. Et pour finir, la dernière diapositive que je vais vous montrer, c'est juste celle-ci avec qu'est-ce qui se passe après. Bon, bien sûr, il y a toujours cette question et après. On se pose maintenant les questions dans les patients avec des MRS déjà dépendants en préopératoire. Donc, on commence à avoir des résultats favorables, pas encore nécessairement applicables, mais favorables. Et une étude française qui s'appelle In Extremis, qui nous permettra de savoir si les patients avec des petits NIH bénéficient d'une thrombectomie, ainsi que les patients avec des aspects très bas, donc des lésions déjà très constituées, peuvent bénéficier d'une thrombectomie mécanique ou d'une thrombolyse pour leur évolution. Voilà, je suis désolé de m'être étendu autant, mais je vous remercie de votre attention.